Welcome back, everyone. Et bienvenue à nouveau à tout le monde. Je suis très heureuse de pouvoir être le moniteur de cette séance. Réputabilité, intégrité, transparence. Vous pouvez me demander n'importe quoi. C'est comme ça que s'intitule cette session. Avec des panélistes extraordinaires. My name is Mélanie Robert. I'm Executive Director. Je suis Mélanie Robert. Je suis directrice générale au secrétariat d'État du Canada pour le Conseil du Trésor. Donc aujourd'hui, nous utilisons cette session pour poser des questions. Si vous avez accès, donc vous allez à B-Expo, où vous pouvez vous fier au courriel que vous avez reçu. C'est différent de ce que vous utilisez pour la session du matin. Donc, on va commencer. Alors, je vais vous présenter nos panélistes fort distingués. Alors, je vais demander à chacun de dire comment ils ont fini par travailler dans l'intelligence artificielle, comment, ce qui les a amenés, quel est le travail que vous faites actuellement en intelligence artificielle. Je vais commencer à répondre à la question moi-même. Donc, comme la plupart d'entre vous dans l'auditoire, probablement, j'utilise l'intelligence artificielle. Je ne suis pas un expert. C'est une passion. Et quelquefois, j'en ai peur, mais la plupart du temps, je suis très enthousiaste quant aux possibilités de l'intelligence artificielle avec l'éthique que ça veut dire également. Partie de mon travail, je suis responsable de l'accès à l'information en ligne et de cet outil de recherche que vous pouvez utiliser pour poser des questions et pour le Canada ouvert. Et on utilise pour avoir accès à l'information, pour laisser les citoyens savoir quelles sont les institutions qui ont réponse à leurs questions. Donc, on a un système de recherche qui utilise des techniques d'apprentissage par la machine. Moi, je crois vraiment que l'IA, c'est simplement des choses qui vont transformer la société. Et je pense que c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui avec des membres très intéressants de ce panel pour parler de l'aspect éthique de l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais essayer de sortir autant que je peux des panélistes, demander la participation des citoyens, l'intégrité, et ça ouvre toutes sortes de portes. Alors, on va commencer aux panélistes. Je vais commencer avec Tracy Lawler, professeur associé médias critiques et grandes données à l'Université Carleton. Elle est également membre du forum avec plusieurs partenaires sur le gouvernement ouvert. Alors, qu'est-ce que vous en faites, Tracy? Alors, il faut avertir les... bref, donc, on faisait des analyses multifactorielles avec une plateforme qui s'appelait le DREASY. Je suis allée à un endroit à DREASY au Maroc. C'est pour ça que je me rappelle. Donc, dans cette plateforme, nous parlons d'analyse statistique, d'analyse statistique. Donc, je remonte au vieux bonjour du travail que l'on faisait physiquement, manuellement soi-même. Malheureusement, je ne le fais plus autant comme ça. Mais à l'Institut pour les sciences de données, je travaille avec les FANA, les experts. On parle de villes intelligentes, véhicules autonomes, etc. Et finalement, on a des projets qui s'appellent, imaginons le jumeau numérique du Canada, ville intelligente. On étudie ceux qui inventent cette technologie pour comprendre ce qui les amène à faire ces innovations, pour essayer de communiquer mieux avec les personnes qui font ces technologies. If we let them. Que l'on sait de gouverner, mais qui nous gouvernent très souvent. L'interprète regrette, mais à cette vitesse, la communication n'est pas aussi bonne que pourrait l'être. Aux chercheurs à Rapid 7 et à Montréal, comment vous êtes rentré dans l'intelligence artificielle et quel est le travail? Donc, j'ai toujours travaillé dans le domaine de la sécurité. Je suis entré dans l'IA parce qu'on avait des données énormes sur la sécurité à forte dimension pour essayer de voir quelles sont les menaces à notre intelligence.
Donc, d'abord, ce sont des expressions normales. Des expressions anormales, c'était des faux positifs. C'était pas très exact. Donc, on a composé à des analyses dans le temps pour pouvoir identifier si quelque chose faisait partie du botnet qui attaquait automatiquement les honeypots, qui faisait des commandes automatiques, ou si c'était des humains qui travaillaient sur leur clavier manuellement, parce qu'on utilise des techniques de hacking, simplement. Et de là, ça a explosé vraiment parce qu'on collectionne toute la télémétrie. On voit comment ces personnes vont cibler certains systèmes et donc comment les empêcher de le faire. Donc, une chose sur laquelle je travaille dans mon travail de jour à Rapid7, c'est d'aider les clients à trouver plus de sécurité ou d'atténuation de la sécurité, des choses qu'ils pourraient faire automatiquement basées sur ce qui se passe chez d'autres clients en regroupant leurs fonctions. On voit quelles sont la sécurité pour leur charge de travail. Je pense que c'est un contre-positif, c'est-à-dire comment la sécurité peut s'occuper de l'IA et comment certains contrôles peuvent être contournés pour empêcher les gens de contourner le système de sécurité. Ensuite, vous avez le professeur de pratique au 2932 pour la recherche interdisciplinaire à McGill. Alors, dites-nous comment vous vous êtes lancé dans l'IA et ce que vous faites en ce moment. Oui, merci. Je suis très contente d'être là. Je vais... Bon, c'est encore technique, mais c'est un peu différent quand même. J'ai commencé à travailler il y a environ 6 ans. Et donc, c'était les données ouvertes et le gouvernement ouvert et l'imputabilité. Donc, je viens vraiment de la politique de recherche pour le gouvernement ouvert, surtout en ce qui a trait à l'IA. Là, j'étudie la gouvernance de l'IA, mais particulièrement le financement. Donc, les investissements publics et qu'est-ce que ça veut dire véritablement pour l'imputabilité et la participation du public et comment on bâtit quelque chose qui va affecter le Canada et non seulement nous, mais d'autres pays également. Qu'est-ce que ça veut dire pour la façon dont on va utiliser cette technologie dans le public, comment collecter les données de façon plus générale. Donc, je m'intéresse particulièrement aux implications économiques et sociales. C'est quelque chose à très long terme. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'investissements et que ça va continuer de croître. Mais qu'est-ce que ça va faire pour l'économie qui y travaille et comment peut-on y travailler mieux à l'avenir? Donc, c'est des questions que je me pose. J'espère que dans l'auditoire, vous notez tout cela parce qu'après avoir répondu à nos questions, ce sera votre tour. Donc, on va voir ce que ces experts peuvent nous offrir. Donc, Sarah Villeneuve, Program Lead, chef de programmation sur l'intelligence artificielle. Oui, merci Mélanie. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'IA du point de vue de la justice sociale il y a environ 6 ans, comme exemple public de biais, des préjugés qui peuvent ressortir. Et je pense que l'IA contrôle de plus en plus nos vies par les différents médias. Et ce qui m'inquiétait, c'était la façon dont on peut tenir compte du développement de cette technologie dans la société. Et c'est quelque chose qui a façonné ma recherche à l'université. Je suis donc chef de la programmation de l'équipe de transparence. C'est une organisation multipartenaire pour essayer de développer les pratiques exemplaires, les technologies de l'IA au profit des peuples et des sociétés.
Donc, notre recherche comprend énormément de choses, beaucoup de programmation pour ça s'applique également à la justice criminelle, l'inclusion, l'équité et la justice sociale. Ce sont des thèmes qui nous reviennent constamment et ça revient à l'intérêt initial que j'avais. Donc, le projet sur lequel je travaille étudie la façon dont on peut ou devrait utiliser les données démographiques pour aider à notre système décisionnel. Donc, alors, Ashley Casavan, qui est un des fondateurs de ce portail gouvernement ouvert, directeur exécutif de IA Global. Merci. J'allais simplement dire que j'ai commencé à m'impliquer dans l'IA à cause du travail que je fais pour les données ouvertes, mais je travaillais pour Mélanie. Donc, c'est le cercle, la quadrature du cercle. Donc, j'ai été impliquée pour le financement de Canada ouvert avec le travail municipal, le but de l'ouverture, la transparence et l'honnêteté existe dans tout au long de ce travail. Et comment j'ai été impliquée, c'est parce qu'un jour, on m'a dit que je serais partie d'une équipe, Michael. Et donc, il était très intéressé à travailler à différents aspects des implications pour des gouvernements. Et donc, nous avons discuté et comploté. Et avec lui dans mon équipe, je me suis rendu compte que j'étais prise avec les politiques sur l'IA, les politiques de gouvernement ouvert. Et ça m'a mené là où je suis maintenant. Parce que dans ce travail, nous avons pu publier les directives sur le système de prise de décision, le premier du genre. Et à ce moment-là, on ne s'était pas vraiment compte de l'impact que ça pourrait avoir et qu'on préparait le terrain pour les autres pays pour leur utilisation d'IA. Donc, ce n'est pas uniquement à cause du fait qu'on a rédigé ces directives, mais c'est qu'on a été les premiers à la mettre en œuvre. Et comme tout le monde dans ce panel, ce qui est intéressant, c'est l'implication sociale de ces systèmes. Je me suis très facilement intéressée à essayer de penser à déterminer des politiques pour les praticiens. Comme beaucoup d'autres, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent d'établir des politiques. Donc, mais la politique, auparavant, était de respecter, de se conformer aux règles. Une des choses qu'on essaie de faire, même avec nos directives sur le gouvernement ouvert, c'est de faire une chose qui nous permet d'avancer. Lorsqu'on a voulu mettre en place ces directives, il n'y avait pas de normes. Qu'est-ce que ça devrait être dans toutes les circonstances? Donc, on a parlé des objectifs. La plupart du temps, on était d'accord sur les objectifs. Mais comprendre la façon dont on peut mettre ça en place, c'est quelque chose qui nous a vraiment intéressés. Donc, je devrais peut-être avoir d'autres expériences différentes dans la vie. Mais le gouvernement ouvert, ce n'est pas uniquement le seul endroit où on a à établir des normes. Donc, je suis particulièrement intéressée à la participation de différents partenaires et je suis directeur exécutif d'une organisation sans but lucratif, iGlobal, où on essaie de régler les problèmes de mise en place et de tenir compte de ce qui manque dans ces politiques et de voir quels sont les outils transnationaux et qui très souvent sont utilisés pour le gouvernement. La chose étonnante sur laquelle je travaille, c'est d'établir une certification pour les utilisateurs. Donc, qu'est-ce que le bien veut dire? Beaucoup de choses qui se produisent à McGill, à l'Université de Montréal et Carleton, un peu partout. Il y a beaucoup de travail qui s'y fait, mais comment est-ce que la recherche a comme sens pour les praticiens?
Et je suis très, très intéressée par cela. J'espère que vous avez pris des notes. Ça semble être des carrières tout à fait fantastiques. Il y a différentes façons de traiter de l'IA. Donc, on parle de sécurité, financement, économie, équité, justice sociale. Et tout ça nous semble très intéressant. Mais ce qu'on a fait d'abord, c'est d'avoir une discussion, mais on veut avoir une discussion assez ouverte avant de passer à l'auditoire. Donc, on veut parler de l'éthique, les données, de la confiance et de harnacher toutes ces données. On va avoir une série de questions et ensuite on va ouvrir à la discussion. Donc on peut commencer par comment la COVID nous a amené à avoir confiance dans nos institutions, le gouvernement et la technologie. Donc, l'application sur la COVID, ça c'est ou alerte à la COVID, c'est très, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance au gouvernement et en la technologie. Ceci veut dire normalement qu'on doit être rassuré qu'il y a une question d'éthique derrière tout le système. Donc, comment le faire? Comment bâtir la transparence, l'imputabilité, cette notion de participation des citoyens? Comment regrouper toutes ces questions d'éthique dès le départ? Donc, qui veut commencer? Alors, Eric veut commencer. Alors, allez, Eric. Oui, c'est quelque chose où je suis conscient parce que j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, moi, je suis américain. Je ne sais pas si vous pouvez le savoir. J'en suis désolée moi-même. Non, c'est mon Canadien inné qui ressort. Donc, je pense que beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on parle de transparence, particulièrement avec quelque chose d'aussi personnel que, mettons, la traçabilité avec l'application. Donc, implicitement, on sait où vous êtes en tout temps. Ils savent, toutes les personnes avec qui vous avez été en contact, c'est la nature de cette application, parce que c'est retracer les contacts, la façon, si vous êtes allé à l'épicerie, si vous êtes allé, je ne sais pas, moi, à la maison de quelqu'un d'autre, tout ça. Donc, c'est quelque chose de très, très personnel. Et quelquefois, on est obnubilé par la transparence. Comment ces éléments techniques du système fonctionnent. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent. Et je pense que ce qui est important, c'est ce qui contribue. Estimation, right? And so, like, what data are you actually collecting? I know that one of the proposals out of MIT, I think it was the MIT one, was actually really clever, that it didn't record location information. It generated these random keys, right? And the random keys would be transmitted, and you would just maintain a local database of all of the random keys you had interacted with and all of the random keys you had generated. And then when there was a positive test, all of that would get pushed out to the people who had it, right? And so it was fully decentralized. And so you could kind of trust, because the only input was random keys and the only output was random keys, versus one that actually tracks your location and all that. You know, we had some nasty stuff happen in the UK where, you know, your phone number was given. And, you know, there was one case of a woman saying that a bartender texted. Quelqu'un lui a dit qu'elle avait accès à son numéro de téléphone à travers le retraçage. C'était tout à fait inapproprié comme usage. Et finalement, c'était le manque de la mise en œuvre technique qui a permis à ce type qui était dans le bar à envoyer un texte à quelqu'un, un texto à quelqu'un parce qu'il avait son numéro de téléphone qui avait été divulgué. Mais ça, c'est vraiment très important. Ce n'est pas vraiment l'algorithme qui est un problème, c'est les entrées et les sorties. Sarah, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'aimerais parler de la transparence parce qu'il s'agit de fournir de l'information
au sujet de comment les données fonctionnent. Alors d'accord, peut-être qu'on n'a pas besoin de regarder les aspects techniques des algorithmes comme tels, mais au niveau de la transparence, il y a aussi des techniques qui nous ont été fournies pour qu'on comprenne vraiment le comportement des systèmes intelligents. Et ça dépend évidemment de la position de la personne vis-à-vis le système. Alors quand vous êtes en train de développer la transparence pour permettre qu'on ait plus de confiance dans les données, il faut comprendre qui vont être les intervenants qui vont travailler avec ce système et quelles sont leurs attentes au niveau de la transparence. Parce que les attentes pour un citoyen va être très différent de l'attente de quelqu'un qui est en train de développer le système. Par exemple, donc, les ingénieurs, les développeurs de systèmes vont utiliser des méthodes d'explication pour mieux comprendre et réconcilier les erreurs, alors qu'un usager, un citoyen, va surtout préparer les faits. Alors, leur donner donc une certaine information pour qu'ils comprennent pourquoi la décision a été prise. Alors, ça aussi, c'est très important quand on parle de confiance et de transparence. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de regarder l'écosystème. Quel est l'écosystème dans lequel cet environnement algorithmique d'intelligence artificielle se place? On dit que les étudiants, par exemple, sont en train d'examiner la recherche biomédicale, les compagnies d'assurance, de comprendre les systèmes de gestion. Tout ça, ce sont des écosystèmes qui sont en train d'automatiser les choses et qui sont en train de travailler avec des prévisions. Alors, voici un système. Alors, quelles sont les lacunes de ce système? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants dans ce système? Qui a l'ingérence de ce système? Et quel est le contexte dans lequel on sont déployés? Alors, si on parle, par exemple, d'un système policier où on a besoin de prévision, eh ben, c'est très différent si ça se passe à Baltimore ou si ça se passe à Los Angeles, où on a d'ailleurs des paramilitaires et beaucoup de racisme, plutôt que de déployer le système à Ottawa. Bon, ils ont peut-être le même problème, mais le contexte est très différent. Les systèmes, donc, sont très différents. Les gens sont très différents. Les intervenants sont différents. En même temps, il y a aussi des systèmes tels que, par exemple, apprendre la gestion. Bon, ça, ce sont des systèmes qu'on utilise partout, dans les écoles, collèges et ailleurs. Et on reçoit ces systèmes, on doit les déployer dans les classes avec les étudiants, mais aussi on est en train d'évaluer les risques avec ces systèmes. Qu'est-ce qu'on en comprend par risque? Qui va prendre les décisions vis-à-vis les variables de risque? Si je regarde par exemple à la police, eh bien maintenant on voit que finalement il y a des ressemblances parce que c'est un système de police prédictif. Si les élèves ne sont pas, par exemple, à l'école, eh bien ils deviennent des risques à la criminalité. Et donc à ce moment-là, les systèmes se retouchent. Si on va voir les algorithmes à ce moment-là, c'est une chose, mais on peut aussi regarder les choses d'en haut avec l'écosystème. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a convergence entre ces systèmes? Et comment est-ce qu'on va gouverner l'interconnexion de ces écosystèmes? Et comment entreprendre des conversations pour qu'on sache comment les gouverner? Qui va contrôler ces systèmes? Qui va les examiner? Alors que d'autres ne sont que des récipients de ce système et n'ont pas vraiment l'occasion de participer dans la prise de décision de gouvernance. Donc oui, il y a la gouvernance au niveau de l'algorithme, mais il y a aussi l'évaluation de risque et la vulnérabilité et qui va décider des variables et à quel point est-ce qu'on est basé dans la science ou est-ce qu'on est peut-être on décide par exemple avec des décisions telles qu'un variable tel que le code postal par exemple. C'est le code postal qui va décider peut-être de votre situation
de votre position sociale, n'est-ce pas? Ou même va prédire si jamais vous allez réussir à l'école ou pas. Alors, je pense que c'est très important quelles variables sont utilisées dans les systèmes. J'aimerais voir le système en tant qu'écosystème, savoir qui achète le système et qui gouverne les variables et au niveau entier, dans son entièreté, mais aussi dans les détails. Alors, on a des intrants, des extrants, et on va en parler plus tard, mais aussi comment expliquer le système, exactement ce que le système essaye de faire, quels sont les intervenants, et finalement, la vue écosystème, des risques, de qui va décider, de la gouvernance, qui va contrôler l'interconnexion. Ashley? Je ne sais pas pourquoi je vais faire Tracy. Je regrette de suivre après elle. Bon, mais je voulais dire la confiance et la transparence, ce n'est pas la même chose. Je pense que vous avez donné de bons exemples, mais ce qui est très important en ce moment, c'est que basé sur ce que Tracy a dit, qu'il y a un manque de confiance parce qu'il y a une confusion au niveau de comment un système qui n'est pas parfait va intégrer aussi des outils qui sont encore plus imparfaits et des modules qui sont imparfaits. Alors, les problèmes dont Tracy a parlé, la discrimination, le biaisage, etc., vont être intégrés dans différents aspects de ce système, que ce soit dans la science, dans le choix des variables ou autre. Et ça peut être donc à ce moment-là intégré de façon inhérente dans les modules et ça va agir sur les procédés. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et surtout ce que Tracy a dit aussi. Mais je pense que le défi, c'est que quand on écoute un panel tel que celui-ci et qu'on parle des praticiens, non seulement il faut qu'on en parle de façon théorique au sujet des retombées d'un tel système, etc., parce qu'on fait beaucoup de recherches là-dessus, mais je pense aussi que de prendre les concepts qu'Eric et Sarah ont mentionnés, on peut comprendre que on peut analyser ces systèmes au niveau très technique. Et à ce moment-là, il y a toujours un manque de lien entre le côté affaires et le côté technique. Mais c'est pour ça que nous avons la commission pour permettre ce genre de conversation entre les deux, qui va prendre la décision de l'approche et établir ça, et non seulement les principes numériques, et évaluer la technologie vis-à-vis ces variables. Je suis tout à fait d'accord avec les vertus du gouvernement du Canada, mais la perspective à l'interne, c'est que quand nous mettons en place les directives, les gens ont senti que c'est encore une autre politique du Conseil du Trésor. Mais ce n'était pas ça. Il ne s'agit pas d'appliquer tout simplement les principes ou les directives du Conseil du Trésor, mais c'était pour nous aider à tenir les conversations nécessaires entre côté affaires, côté technologie, pour qu'on se comprenne. On n'a pas de Tracy dans chaque équipe. Et ce sont des outils de ce genre qui sont très importants, qui nous permettent d'ouvrir ces liens, de permettre ces conversations. Et donc, je pense que vous devez utiliser ces directives parce que c'est un mécanisme de conception pour que vous puissiez, à ce moment-là, utiliser les bonnes techniques. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous étions un des premiers à utiliser l'algorithme et c'était très intéressant parce que cet outil
demande des questions. Hein. On pose des questions et pour nous, c'était très facile parce que, évidemment, le système que j'étais en train de développer n'avait pas de retombées énormes sur les gens, mais ça me permettait au moins de ne pas oublier des éléments importants d'éthique. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je sais qu'on a très peu de temps. Je pense que l'argent, le pouvoir sont évidemment les aspects les plus importants. Et je suis dans un espace où je peux faire les recherches nécessaires au sujet de l'argent et du pouvoir, qui a le pouvoir et qui est en train de faire les investissements. D'où viennent les investissements? Et je parle évidemment des investissements publics au niveau fédéral et provincial. Parce qu'au niveau des villes et des municipalités, on n'a pas encore d'intelligence artificielle. Donc, au niveau de la transparence et de la confiance, oui, ce n'est pas la même chose, c'est différent, mais cela m'a rappelé de cette politique au sujet de la technologie de la reconnaissance du visage, des visages. Et il s'agissait évidemment de police prédictive aussi. Et est-ce qu'on devrait tenir des moratoriums comme ils font aux États-Unis? Et c'était une réunion Zoom. Et on nous a demandé, est-ce qu'on devrait vraiment avoir confiance dans la police? Est-ce que la police devrait utiliser ce logiciel? Et 2 mois avant, il y a eu aussi un sondage de 2000 Canadiens qui ont dit exactement le contraire. Disaient oui, on devrait avoir confiance dans les forces policières. Alors, le groupe d'experts n'avait pas confiance dans cette technologie, alors que le public, au contraire, était tout à fait avait entière confiance. Donc, l'éducation est clé lorsqu'il s'agit de décider si on devrait avoir confiance ou pas dans une technologie. L'éthique est importante, mais la loi aussi est importante. Et je pense que l'évaluation des algorithmes de l'intelligence artificielle devrait être telle qu'on devrait avoir des lois. Ce n'est pas juste un engagement. On devrait avoir des compagnies qui ont des redditions de comptes ça devrait être exécutoire pour qu'on ait une intelligence artificielle responsable. Mais moi, j'aimerais bien passer 5 minutes à voir comment on pourrait améliorer les choses à ce niveau-là, mais on n'a pas le temps ici. On a des problèmes systémiques. Il ne s'agit pas juste de la technologie, mais la technologie pourrait amplifier les problèmes systémiques qui existent déjà. Et souvent, quand je pense à l'innovation, ce n'est pas l'aspect technologique qui est important nécessairement, mais il faudrait que ce soit plus inclusif pour la société canadienne. Ce qu'on va bâtir ou ne pas bâtir ici, et nos pratiques exemplaires vont résonner. Et ça va agir aussi sur notre concurrence mondiale parce que nous sommes en train de bâtir, on devrait avoir des compagnies responsables d'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, on va devenir exemplaire pour le monde entier. Et les petites compagnies aussi, les petites compagnies de technologie doivent demeurer concurrentielles dans le monde. Et donc, il faut absolument qu'on soit des gens très responsables, qu'on ait des entreprises où la reddition de comptes est vraiment intégrée. Alors, j'espère que nos gens connaissent le cas GOTS, qui a été très public. Alors, ce n'est pas que je veux dire que Fairview était vraiment mauvais, mais ils ne sont pas les seuls. On a plein de compagnies biométriques qui sont des gens qui
fournissent des services au gouvernement. Il faut avoir des politiques proactives. Il y a seulement un contrat d'approvisionnement qu'on a eu avec la GRC de 5 000 $. Bon, alors c'est pas énorme, mais au-delà de ça, ils ont fait des essais pendant 30 jours, par exemple, à 60 jours, et c'est de cette façon-là que les agences utilisaient les logiciels et les progiciels. Alors, comment arrêter ce processus? On ne peut pas juste commencer à utiliser ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle pendant 30 jours ou 60 jours de façon ouverte. Alors, il faudrait vraiment qu'on ait des politiques là-dessus. Il nous reste beaucoup de travail à faire au niveau de la confiance et la confiance du public. Mais il faut tenir énormément de conversations au sujet de tous ces systèmes qui sont en train d'apparaître partout. Et ce sont des millions, des milliards qui sont investis dans ces technologies. Et nous espérons que ça va fonctionner. Mais il faut aussi savoir que des fois, ça ne va pas marcher et qu'il va falloir en tirer des leçons. Bon, ben merci beaucoup. Un des points que vous avez relevés, je pense qu'on va en reparler plus tard, c'est comment est-ce que le citoyen peut participer pour bien comprendre ce qui se passe. Mais avant de se rendre là, j'aimerais parler de données pour voir comment nous pouvons avoir confiance dans les données qui sont créées par l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut enlever le biaisage et comment on peut arrêter tous les intrants et extrants pourris. Peut-être qu'Ashley pourrait nous parler de ça parce que je pense qu'elle a travaillé là-dessus récemment. Oui. Eh bien, il faut the input to train and manage and continue to. On veut perpétuer le système. Ça, c'est très important de savoir comment ça a été utilisé. Et c'est pour ça, c'est de ce dont parlait Eric un peu plus tôt. L'entrée et la sortie, comment c'est géré. Et c'est pour ça que je veux faire cette distinction. Parce que, comme vous l'avez dit, on a besoin de qualité, de données de très bonne qualité. Comme je disais plus tôt, ça dépend du contexte. Et bien qu'il y a beaucoup de choses différentes, dans certaines circonstances, les données de très haute qualité ne sont pas très importantes. C'est comme si on utilisait beaucoup de personnel, de participants. Ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de données de très grande qualité. Ça dépend de la région où vous vous trouvez. Donc, si vous bâtissez une application... Ah, voilà un exemple tout à fait parfait. Voilà. Il y a une application qui est utilisée pour faire la conversation. Ça a été testé à Edmonton. C'est un exemple au niveau municipal. J'avais dit qu'il n'y en avait pas, mais quand même. Donc, inconsciemment, et c'est peut-être un des problèmes que l'on rencontre très souvent. Donc, l'agent de conversation a été utilisé pour déployer l'information 311. C'est très utile parce que c'est 10,35 $ pour un appel, mais ça prend très, très longtemps. Il y a beaucoup de roulement de personnel, donc c'est très bon comme système de filtrage. Le problème que l'intégrateur qui travaille utilise Google Dialogflow, qui n'a pas le vocabulaire suffisant pour les adresses canadiennes. Et ça ne comprend pas non plus l'accent canadien, parce qu'il y a un aspect vocal. Donc, il y a probablement une multitude d'accents qu'ils ne comprennent pas. Donc, ça, c'est une chose où ces conversations... Je ne pense pas que ce soit la faute de Google et que ce soit la faute de l'intégrateur. Je pense que ce n'est pas un problème de données. En ce sens que ce n'est pas qu'il n'y a pas de données de bonne qualité, mais elles ne sont pas disponibles ou ne représentent pas la situation dans laquelle on veut l'utiliser. Bien sûr, la compagnie, je ne veux pas m'attaquer à une seule pauvre compagnie, mais eux n'avaient pas, en disant, ben oui, on peut faire tout ça, l'intégrateur doit
essayer de comprendre comment bâtir ces données pour que ce soit vraiment représentatif. Donc, il faut qualité, mais représentation et nous assurer, pour revenir à ce que disait Tracy, qui tiennent compte des préjugés, des biais historiques. Il y a beaucoup de données qui ont trait à cela. Donc, il faut, par exemple, vérifier dans le domaine de la nutrition. Ils ont une étiquette pour la nutrition. Il y a toutes sortes de produits de ce genre-là. Et ce qu'ils font dans la deuxième version, ils ont d'ailleurs donné un document là-dessus récemment, c'est que c'est contextualisé. Dans la première version, on disait que, bon, telle chose, c'est oxydatif. Bon, ils se sont rendus compte que ce n'était pas approprié pour les jeunes. Donc, il a ajouté une alerte disons, on a besoin que quelqu'un, un scientifique, nous dise dans quel contexte l'utiliser. Ça, c'est super intensif comme utilisation, comme travail. Donc, c'est une série de données et c'est comme les motos d'ailleurs. En fait, ça vous explique en détail comment répondre à la question. Vous avez différents projets pour continuer de bâtir ces données pour que ce soit représentatif et pour que le gouvernement du Canada puisse les intégrer dans leur processus. Merci. Bon, un projet sur la nutrition. Avant de donner la parole à Sarah, je voudrais rappeler à l'auditoire que vous pouvez commencer maintenant à poser vos questions et peut-être que je peux les relire. On aura un petit peu de temps pour cela. Donc, allez-y, entrez vos questions. Alors, Sarah. Oui, j'aime bien qu'on insiste sur l'aspect entrée des données. Il y a des directives qui sont générées par le système. Pour le public en général, ils ne sont pas très au courant, mais en pratique, il faut atténuer les biais, les préjugés, et donc ça fait partie de l'apprentissage par la machine. Il y a différents modèles qui ont été proposés pour atténuer les problèmes dans les algorithmes. C'est ce qu'on avait mentionné. Il n'y a pas une chose qui va s'appliquer à toutes les approches. Il faut que ce soit vraiment contextuel. Il y a certaines mesures, par exemple, qui cherchent à atténuer les préjugés en excluant certaines données assez sensibles, comme le genre. Par exemple, on parle d'équité par la connaissance. En étant conscient de la situation, ça peut certainement atténuer les préjugés dans le système. Ce que l'on voit pour éliminer ces données, c'est que ça peut exacerber les préjugés parce qu'on va utiliser d'autres procurations pour utiliser d'autres mesures. D'autres mesures utilisent et nécessitent l'utilisation de ces données géographiques. Il y a certains systèmes qui mesure la façon dont fonctionne un algorithme dans différents groupes. Et pour ça, il faut connaître quel individu appartient à quel groupe. Et donc, ces données assez sensibles qui jouent un rôle en donnant l'aspect contextuel. Un exemple que nous avons utilisé, c'est qu'une assurance automobile qui veut prédire si les personnes vont avoir un accident de voiture. On présume que les gens qui conduisent des voitures rouges auront plus de chances d'avoir des accidents parce que c'est très éclatant comme couleur. Donc, ça attire les chauffeurs qui sont un peu moins prudents. Donc, il y a d'autres qui disent, mais non, rouge, c'est la couleur de la chance. Dans certaines couleurs, c'est ce qui attire les chauffeurs, les conducteurs indiens. Parce que c'est la chance, pas parce que c'est brillant et éclatant, mais parce que c'est de la chance. Donc, cet algorithme devrait mentionner les non-asiatiques par rapport aux autres chauffeurs pour le risque d'avoir un accident ou pas. C'est le genre d'exemple à quel point c'est très sensible, ces données, et ça peut jouer un rôle pour que l'algorithme soit plus équitable. Mais lorsqu'on utilise des données comme des données démographiques, tenant compte des lois antidiscriminatoires, très souvent, c'est interprété pour empêcher tout processus décisionnel en connaissance de ces données.
C'est là où nous en sommes en ce moment. Oui, j'aime bien cet exemple très concret de la voiture rouge. Je vais me rappeler. Alors, Tracy, sur la question des données. Sur la question des données, j'aurais 3 échelles. C'est-à-dire au niveau municipal, il y a beaucoup d'IA. À ce niveau-là, il y en a beaucoup. Je vais parler, par exemple, des systèmes de gestion de la circulation, comme les lumières de signalisation. Il y a les systèmes pour les services, comme par exemple les ambulances. Donc, ce sont des voitures intelligentes. En lieu, vous avez dit, mais comment on peut gérer notre système électronique par une grille électrique plus intelligente? Quelles sont les données que nous avons sur l'utilisateur et ce qu'ils en font et ceux qui revendent également à des tierces parties? Comment tout ça est géré? Ensuite, il y a toute une autre échelle, un autre niveau, un bon exemple de bonne gouvernance au niveau des systèmes, c'est-à-dire le défi de la ville intelligente. Je n'ai pas encore vu un projet ou un défi qui a dit « Donnez-nous vos questions et vos problèmes et vos questions et on va répondre ». Des villes sont en sérieuse difficulté dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qu'il faut régler, beaucoup d'enjeux à régler, mais le processus était pourtant très clair. Donnez-nous quels sont vos défis à relever. On va voir quelle est la technologie qui pourrait vous aider à résoudre votre problème, comment engager le public, aider à définir la façon dont on va faire face à ces défis. Et on va faire également une analyse basée sur le genre, ajouter la transparence, ajouter votre modèle de changement, la durabilité et comment arriver à des systèmes automatisés, comment aller les gérer et régler tous ces problèmes. Et alors, vous allez faire une analyse sur la question de la vie privée au niveau du système. Donc, tout le monde doit se soumettre à ce défi et les villes ont dépensé beaucoup d'argent à le faire pour essayer de répondre à ces questions qui méritaient d'être faites, remarquez. Mais c'est une combinaison du secteur privé, du secteur public, la société publique et l'engagement du public pour revoir ces solutions. C'était tout à fait fascinant du point de vue de l'énergie, la pauvreté à Bridgewater, 24 causes au Nunavut, comme les jardins sur les toits. Par exemple, un système de production alimentaire à Guelph. Ce sont des... On n'avait pas vu l'IA, parce qu'on avait choisi une autre façon de traiter au niveau systémique de ces projets. Dernier exemple, et ça, je pense que c'est peut-être le plus concret, c'est le système de gestion de la circulation. À Ottawa, les caméras sont aux intersections, ne visent pas les voitures. La résolution de la caméra ne détecte pas la plaque d'immatriculation. Ce serait un des mandats, c'est de contrôler la circulation, pas contrôler les chauffeurs. Donc, on ne veut pas permettre qu'il y ait une photo des personnes dans la voiture. Donc, il ne faut pas non plus de reconnaissance faciale exprès. En plus de ce mandat, c'est la gestion et l'atténuation des problèmes et de gérer le flot de la circulation, c'est-à-dire qu'il voit ça du point de vue systémique. Si vous voulez avoir accès aux données, par exemple, s'il y a un accident, il faut faire une demande spéciale pour y avoir accès à cette date spécifique uniquement en plus. Et après 30 jours, si vous avez raté tout, vous n'avez plus accès à ces données. Donc, c'est tout ça dans le processus dont ils font ce système, la gestion à l'interne. Ils ont une vision très claire de leur mandat. Ça ne revient pas avec les systèmes de caméras au feu rouge. Mais là, il y en a partout en Ontario. Le seul moment où on prend une photo de votre plaque d'immatriculation et de vous à travers le pare-brise, puis bien sûr, si vous avez des fenêtres teintées, c'est très, très difficile. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour un autre jour. Mais ce n'est que si vous passez à travers un feu rouge et que vous faites de la vitesse que la photo va être prise et que la décision automatique va ir à Toronto qui va vous émettre un billet parce que vous avez passé tout droit un feu rouge. Tous ces systèmes complexes, technologiques, impliquant différents systèmes intégrés, différents acteurs, sont gouvernés par une seule mission, un seul mandat pour ce système, et donc l'accès aux données, l'atténuation, la capture des données, tout ça,
c'est toujours très, très, très spécifique dans ces contextes-là. Je pense que ce sont des façons fantastiques, des bons exemples pour ça, pour les services d'urgence, la section, les caméras pour les feux rouges et le défi pour les villes intelligentes et ce degré intelligente qui nous donne une petite idée de ce qu'on peut faire lorsqu'on gouverne bien. Et je suis très excitée sur cette idée de gouverner bien lorsqu'on revient au système et on revient après passer au système. Bon. Je pense qu'on peut arriver très bien à la question sur la façon de coopérer. Alors, Anna, très rapidement sur cette question. Ensuite, nous allons passer aux questions de collaboration. Anna, vous allez commencer? Oui, monsieur. Oui, je pense. Je n'ai pas été peut-être très clair s'il y a des solutions au niveau municipal, mais je pense qu'il n'y a pas de politique sur l'IA au niveau municipal. Je veux voir comment on peut apprendre des municipalités au niveau fédéral. Sur la question des données, j'aurais deux questions. Qui est propriétaire des données et qui est propriétaire de la propriété intellectuelle? Deux choses différentes. Donc, la politique Policy and Technology, il y a beaucoup de sarcasme à dire que c'est ma bonne compagnie. Vous pouvez aller sur Google et voir qu'ils ont les approvisionnements du gouvernement fédéral, le ministère de la Défense aux États-Unis, le programme des troupes aux Nations unies. Et ils ont également un rapport sur la violation des droits de la personne. Je pense qu'on devrait vérifier tout ça. Par exemple, ils ont bâti, c'est que si le gouvernement propriétaire, mais ils ont leur logiciel. Je pense que Anna parlait de CGI. Et donc, on a parlé plus précisément de la façon dont c'est la même chose avec les vendeurs. Donc, vous ne faites pas jamais l'analyse comme vous voulez le faire parce que vous êtes limité par les caractéristiques présentées par le logiciel. Donc, on peut simplement télécharger les données et aller dans le gouvernement ouvert, les données du gouvernement ouvert. Non, vous avez un modèle. Bon, c'est très bien, comme modèle d'affaires pour renouveler vos permis, etc. Donc, mais la façon dont cette analyse est faite et dont on crée des connaissances et dont on partage ces connaissances. Donc, si on parle des données historiques, on peut commencer à comparer votre rendement par rapport à votre rendement d'il y a 1 an ou 10 ans. Donc, on sort de ce modèle et ça devient de plus en plus difficile à faire. Donc, il y a la façon dont les compagnies fonctionnent et comment ils vont faire une réglementation privée de ces données. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gouvernements et pour toute autre chose qui s'approvisionne de cette façon et donc, autrement dit, le public en général? Dernier mot sur les données. Eric. Bon, je vais peut-être finir par quelque chose de positif. Donc, on a parlé de Clearview, puis bon, on a commencé à sauter. Et celle-là, je ne vais pas me mettre à sauter, non, pas vraiment. Une des choses que les organisations qui essaient de faire bien ont des difficultés avec l'accès aux données, parce qu'une bonne partie de ces données sont privées et ça coûte extrêmement cher de traverser ces murs. Et donc, par exemple, le programme alimentaire, il y a eu des problèmes parce qu'on a des images à forte résolution, très haute résolution de Google Earth qui montrent l'aspect géographique. Donc, vous voyez les champs et où on trouve les récoltes. Donc, ça dépend de la surface utilisée, de la superficie utilisée. Il y a toutes sortes de choses fantastiques qui pourraient aider bien des gens. Le problème, c'est que obtenir ces images de façon automatisée et les utiliser de façon publique coûte extrêmement cher. C'est prohibitif. Donc, il faut utiliser les données ouvertes. Mais ces données ouvertes sont de très mauvaise qualité. Donc, notre possibilité de prédire les choses entre notre information et les tests, c'est énorme. Lorsqu'on veut utiliser ça dans la nature,
il faut aller tenir compte de toutes ces contingences. Mais finalement, c'est simplement parce qu'on n'avait pas accès, finalement. Donc, ces données ouvertes du gouvernement sont extrêmement importantes pour les gens qui essaient de bien faire. Oui, excellent. Il nous reste environ 10 minutes pour terminer sur cette question. Tracy, vous avez donné un très bon exemple de gouvernance et les villes intelligentes. Et je me souviens, lorsqu'on commençait au début, on a posé aux gens comme moi, donc je veux faire telle chose, c'était la seule et unique personne dans cette ville intelligente. Lorsque la première personne a essayé de faire ça, je sais qu'on a demandé à bien des gens comment on devrait procéder. Et probablement qu'on a pu avoir un point de vue assez bien équilibré, en plus parce qu'il était un génie, donc ça va. Donc, ça prend quelqu'un pour comprendre le système. La collaboration sera essentielle, sera critique, et c'est ça que je veux vous demander. Comment s'assurer de cette collaboration, que ce soit bien fait entre le gouvernement et le secteur privé, collaboration entre le gouvernement et les organisations sans but lucratif, non gouvernementales, pardon, et comment, avec tous les citoyens, mais c'est tellement compliqué. Comment le faire? Parce que ça doit être fait de façon collaborative, sans en être dépendant. Ça, c'est très important aussi. Avec le modèle de gouvernement, il ne faut pas être dépendant d'une seule compagnie. Je ne sais pas par où commencer. Alors, la personne qui veut absolument commencer là-dessus, allez-y. Alors, on est tous très respectueux et très polis. Alors, Tracy va commencer. Donc, j'essaie toujours de me dire où est là où j'agis. Donc, 600 que je rencontre tous les ans. Aussi. Deuxième année, en troisième année, en quatrième année, au niveau maîtrise. Maîtrise aussi. C'est fait très, très difficile, mais je passe beaucoup de temps avec eux. alors parler, partager des exemples avec eux, démonstrations, montrer où ils peuvent participer, leur donner les moyens de pouvoir étudier les systèmes individuels, Les systèmes. les bonnes pratiques exemplaires qui sortent de services publics. Maintenant, ils regardent BC 11. Ils voient maintenant de tout ça et également le travail que Ashley et d'autres ont fait sur l'analyse d'impact de l'IA, par exemple sur les systèmes pour l'agriculture, les grilles intelligentes, les villes intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer votre matériel biologique pour analyse? Qu'est-ce que ça veut dire si on a accès à un système électoral? Donc, des systèmes pour trouver une façon de faire le vaccin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer certains aspects de tout ça? Il faut évidemment les comprendre. Et on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde comprenne tout le temps. Moi, je ne comprends pas tout le temps. Je passe beaucoup de temps avec des scientifiques que je ne comprends pas du tout. Mais je passe quand même mon temps là pour essayer de comprendre encore mieux. Alors, il faut lire autant que possible et choisir donc un système qui va vraiment vous aider, que ce soit pour apprendre les systèmes de gestion, pour les villes intelligentes ou pour mieux prendre des décisions pour atténuer la faim. Comment est-ce que je peux nourrir les gens dans ce pays en utilisant ce système? Parce que on utilise tous ces algorithmes pour résoudre des problèmes importants. On essaye vraiment de résoudre les problèmes. On essaye de comprendre ce qui se passe avec le changement climatique. On essaye de voir pourquoi les glaçons sont en train de... les icebergs et tout ça sont en train de fondre. Et bien tout ça, c'est pour que ces systèmes nous aident à résoudre les problèmes du monde. Et on ne doit pas seulement les regarder de façon à la surface, mais de voir en profondeur et être engagé. Alors, restez avec des gens que vous ne comprenez pas, avec Ashley, Sarah, moi, etc. Nous qui sommes des gens très étranges,
Mais prenez donc des gens, restez avec ces gens-là, accompagnez-nous, allez à des événements, écoutez les conférences sur les données libres. Il y a un appel de participation sur, par exemple, la réglementation de l'intelligence artificielle. Alors, vous êtes un citoyen, engagez-vous finalement. Et la seule façon, l'action que j'ai, qui est disponible à moi, c'est ça. Donc, à tous les jours, je vais à des classes différentes et je sais qu'il y a des élèves qui sont en train, en ce moment, d'examiner le monde des affaires, par exemple, les analytiques qu'on peut utiliser avec COVID et tout ça. Alors, je suis aussi dans des sous-comités de la technologie de l'informatique. Même si je ne comprends pas, je suis là parce que c'est de cette façon-là que je vais apprendre. Alors, je pense que le citoyen vraiment doit s'engager comme il peut à tous les niveaux. Il faut vraiment qu'on apprenne tout ça et qu'on ait l'éducation nécessaire. Il faut avoir de la passion, il faut être engagé parce que la technologie, les décisions qui touchent la technologie touchent les aspects sociaux, économiques, politiques de notre vie. Oui, parce que souvent on se considère des technocrates alors que vous avez parlé vraiment aux citoyens. Nous sommes tous citoyens déjà, les technocrates aussi, alors votre réponse est très importante. Vous dites, écoutez, utilisez la plateforme que vous avez, c'est bien beau, mais n'oubliez pas que vous êtes citoyens qui doivent donc bénéficier de cette technologie et engagez-vous. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de comment on peut mobiliser les citoyens et tous les intervenants? Je pense que Tracy nous a dit d'être surtout curieux et curieuse. Et je pense qu'on a réagi de cette façon-là à ce commentaire. Je sais qu'elle est très intelligente, Anna, et qu'elle sait ce qui se passe, mais il y a eu un commentaire où on nous a dit que l'intelligence artificielle est partout dans notre vie. Et donc, comment mobiliser les citoyens? C'est de leur faire remarquer ça, que l'intelligence artificielle est là partout. On a créé une cartographie de l'intelligence artificielle pour vraiment démontrer quel est l'usage qu'on en fait dans le monde entier. Et nous avons réalisé qu'il y a des aspects très positifs, pas seulement négatifs. Et aussi, les différentes cultures du monde ont différentes perspectives là-dessus. Donc, être curieux pour voir où la technologie est en train d'interagir avec vous dans votre quotidien et dans votre travail, et d'essayer de mobiliser les gens autour de vous, peu importe la structure dans laquelle vous vivez, pour vraiment tenir les dialogues nécessaires. Si vous êtes dans le gouvernement du Canada, est-ce qu'on devrait donc se conformer à la décision automatisée, par exemple? Demander la question juste pour lancer la conversation. Si vous n'êtes pas au sein du gouvernement et que vous voulez avoir le contenu de tout ce qu'on a fait ici, il faut penser à la façon que nous développons les systèmes, ce qui est disponible sur notre site Web, pour justement aller voir donc différents sites Web à ce sujet. Et qu'est-ce que vous pensez que les fonctionnaires ou les citoyens doivent faire pour collaborer, pour que tout le village crée cette civilisation? Anna, à vous? Ce n'est vraiment pas facile, mais pour les fonctionnaires ou les citoyens, enfin, finalement, je pense qu'il s'agit de créer les ponts nécessaires et les liens nécessaires. On a l'intelligence artificielle, on avait aussi la vie privée, on avait la transparence aussi. Alors,
qui va bénéficier donc d'une entreprise, par exemple, et pas juste les propriétaires de l'entreprise, mais d'autres, n'est-ce pas? Ce qui est très opaque. Et partout, on essaye donc d'avoir plus d'ouverture à cet effet. Il y a aussi les contrats ouverts que je n'ai même pas mentionnés encore. Donc, l'approvisionnement public, la reddition de comptes, la transparence dans notre système. On n'examine pas seulement donc l'intelligence artificielle, mais voir comment ça agit sur d'autres parties du gouvernement. Alors, vous pouvez aller à toutes ces présentations-là et ces consultations-là. Le défi de toutes ces consultations, c'est qu'il y a beaucoup de jargon et c'est assez spécifique. Même quand on parle de l'OPC, par exemple, sur l'intelligence artificielle responsable, il faut avoir le temps. Alors, pour le citoyen, d'essayer de prendre ça en main, de quelle façon est-ce qu'on va tenir finalement une consultation avec le public? Je ne sais pas, ça va être très difficile. Mais c'est ça qui est important. Comment donc entreprendre des consultations publiques qui sont assez représentatives à travers le Canada? On peut parler donc, par exemple, de la vie privée et l'intelligence artificielle. Les deux on a eu 2 consultations et c'était à Montréal. Et j'étais très surprise de ça. Mais on peut faire mieux que ça. Alors le défi, c'est que la technologie va très, très rapidement, mais la démocratie est très lente. Alors comment mettre la priorité sur l'engagement des citoyens et la consultation publique et comment arriver donc à rattraper la vitesse de la technologie? Il faut investir du temps, de l'argent, des ressources pour que ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Ma recherche va ressortir l'année prochaine, mais vous allez voir qu'il y a énormément d'investissements au niveau de la recherche et l'industrie pour bâtir tout ça. Mais il faut aussi atténuer le risque. Au niveau de la société civile et les fonds nécessaires à cet effet, ça c'est très différent. Pour revenir donc au fond, les budgets. Vous n'allez peut-être pas comprendre l'intelligence artificielle. C'est bien beau, mais nous, on a aussi les finances dans notre vie. Alors, pour savoir ce que ça coûte, par exemple, de bâtir un système d'intelligence artificielle, comment c'est distribué, avoir de la transparence au niveau des investissements publics, surtout des compagnies qui reçoivent beaucoup de subventions de gouvernement. Il faudrait changer peut-être les lois à cet effet pour qu'ils aient, par exemple, des rapports annuels publics qui nous permet, nous, en tant que contribuables, de savoir ce qui se passe avec ces fonds, même si ce sont des compagnies privées. Il faut que le public rentre dans ce dialogue et ces conversations. Le gouvernement a besoin d'ouvrir les portes parce que finalement, le gouvernement est en contact avec l'industrie. Et c'est à eux donc de permettre la consultation publique. Il faut changer ces rapports que nous avons. Ceux qui utilisent ces systèmes ne sont pas nécessairement les citoyens. Et c'est difficile de voir qui sont finalement les praticiens. Mais je dirais que les fonctionnaires et les citoyens ne doivent pas seulement s'informer au niveau des événements technologiques, mais aussi aller à des discussions communautaires, parce qu'il faut faire le lien entre les deux. Récemment, je pense que finalement, c'est la politique. Pourquoi pas rentrer dans la politique? Parce que les données, la technologie, c'est politique. Et si ça vous intéresse beaucoup, pourquoi pas devenir jouer un rôle important dans la politique? Oh, je pense que vous seriez tous des candidats formidables. Et maintenant, Sarah. Moi aussi, je me réfère à ce que Anna dit. Qui participe et quand? Nous sommes un organisme de partenaires
et nous représentons le côté privé et le citoyen, et nous nous engageons pour aussi examiner les retombées sur la communauté. Et mes collègues veulent rendre justement le design plus inclusif. La participation, c'est que tous ceux qui veulent donc participer peuvent participer. Mais ce n'est pas le cas. Au niveau de l'inclusion, on sait qu'on a besoin de faire des accommodements nécessaires pour assurer que tout le monde peut participer. Donc, en tant que fonctionnaire, si vous êtes en train de développer des consultations publiques, n'oubliez pas que la responsabilisation, ce n'est pas tout simplement d'aller solliciter une rétroaction de la part des citoyens, c'est de créer des voies qui permettent la participation totale des citoyens et engager aussi les gens qui ne sont pas nécessairement des experts et qui n'ont pas les connaissances et l'expertise technologique nécessairement. Une des méthodologies qu'on a utilisées, ça s'appelle la voie diversifiée. Et ça a été développé par le laboratoire de technologie de l'Université de Washington. Et ce sont des questions très courtes qui sollicitent donc la rétroaction des citoyens sur les technologies émergentes et sur les documents de politique qui nous viennent d'experts. Ce sont donc les communautés qui vont en souffrir ou en bénéficier des retombées de ces technologies et on va chercher ainsi leur rétroaction et cela va aider justement à mieux bâtir la technologie. Eric, à vous de terminer. Vous aurez le dernier mot avant qu'on passe aux questions de l'auditoire. Je pense que Sarah, ce que vous avez dit est très intéressant. L'un, c'est que vous parlez donc du design participatif, où la communauté donc participe dans la conception même de la technologie. Et ce n'est pas nécessairement des experts qui fournissent la rétroaction, parce que ce n'est pas eux nécessairement qui vont en bénéficier ou en souffrir. Ça peut être donc n'importe qui. Et au niveau du design participatif, est-ce que on est en train de forcer les gens à travailler? Il y a toute une conversation là-dessus parce qu'on les incite à participer, mais finalement, c'est du travail qu'on exige d'eux avec leur rétroaction. Mais quand même, il faut inviter toutes ces voix. Inviter ces voix et de façon active, même aller solliciter ces voix, les voix de la communauté. Deuxième point, et je parle ici directement aux gens qui prennent les décisions. Est-ce qu'on devrait utiliser l'intelligence artificielle? C'est une question primordiale. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans l'intelligence artificielle parce que c'est cool, c'est nouveau, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est nécessaire? Si vous êtes dans le secteur privé, bon, vous savez que le concurrent utilise l'intelligence artificielle, donc vous devez l'utiliser aussi. Et ce gouvernement l'utilise, donc nous aussi. Mais la vraie question, finalement, qu'on devrait demander à la base, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'intelligence artificielle pour prendre cette décision? En Californie, ils ont dit qu'il y avait une détermination algorithmique de la caution. Alors, si on a besoin d'avoir des cautions monétaires, est-ce que vous voulez qu'un algorithme décide de cette caution alors que vous n'aurez donc pas droit d'appel? Peut-être pas. Peut-être que vous ne voulez pas que ce soit une intelligence artificielle qui prenne cette décision. Pourquoi est-ce que vous le faites? Parce que ça nous sauve de l'argent au niveau de la main-d'œuvre. Oui, d'accord. Mais on enlève ici l'empathie de l'être humain de l'équation. Et nous donnons à l'algorithme des données, des paramètres, etc. Et donc, ils décident de la caution monétaire. Mais c'est un compromis.
Et la récidive peut-être n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'on a vraiment étudié la question? Est-ce que c'est un compromis avec lequel on est prêt à vivre? Et ce sont des questions nécessaires. C'est-à-dire, est-ce que on veut utiliser l'intelligence artificielle? Peut-être qu'on ne l'en veut pas. Eh bien, vous savez, vous avez demandé une question que je n'avais pas considérée. Mais vous avez bien raison, c'est peut-être la première question, parce qu'on saute dedans sans réfléchir nécessairement. Alors, vous avez bien raison. Maintenant, nous allons passer, je pense, aux questions de notre auditoire. S'il vous plaît, envoyez donc vos questions. Message GC. Ashley, vous aviez peut-être un dernier mot? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser l'intelligence artificielle? Oui, c'est vrai, c'est une question qu'il faut poser, et c'est-à-dire où l'utiliser, où et quand et comment. Donc, quel est l'objectif, évidemment, de ce que nous essayons de réaliser avant de décider si on veut utiliser l'intelligence artificielle à cet effet? Toute technologie devrait se poser cette question. Pour, par exemple, la prise de décision automatisée, on s'est demandé ces questions, et ces questions nous venaient bien d'ailleurs. Ça nous vient donc de notre décision, finalement, au niveau de l'objectif de ce qu'on recherche. Et moi, je pense que c'est un privilège au sein d'un gouvernement d'avoir la possibilité de participer dans tout ça et ces prises de décision. Et d'avoir la perspective du citoyen est donc très importante. Il faut avoir des révisions indépendantes quand nous sommes en train de mettre en place n'importe quel système, que ce soit intelligence artificielle ou pas, obtenir la représentation donc des citoyens sur lesquels ce système aura des retombées. On tient ces consultations et souvent c'est seulement pour ticker la boîte. Mais quand on a vraiment un appel de participation où on mobilise les citoyens, je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute du citoyen et avoir les rapports nécessaires après de rétroaction. Il faut avoir une certaine cohérence au niveau de la façon qu'on entreprend ces consultations publiques. C'est bien facile de dire il faut consultation publique, mais il faut penser à ce qu'on essaye de réaliser. Oui, en effet. Tracy, maintenant, un dernier mot. Tracy, avant de passer aux questions. La science, l'exploitation forestière, l'agriculture, la sylviculture, ce sont tous des endroits où on utilise le processus décisionnel automatique pour la gestion durable. Quelquefois oui, quelquefois non. Pour les systèmes de contrôle de la circulation, pour les vols, on utilise l'apprentissage par la machine partout pour l'IA. C'est tout à fait contextuel dans la façon dont on fait les décisions. Donc, des décisions dans l'administration des gens et l'administration des choses. Plusieurs des outils que l'on discute ont un certain sens, mais lorsqu'on entre à comprendre les écosystèmes et la gestion de très grande envergure des ressources naturelles, ces outils ne sont plus utiles parce qu'on ne peut pas les utiliser de la même façon lorsque vous faites la grande science et les grandes gestions de grandes ressources. Il faut s'assurer de ne pas confondre les deux. On a mentionné l'agriculture, par exemple. L'administration dans les villes intelligentes, c'est un problème parce que ça tombe dans le système de gestion et d'administration de l'agriculture. Par exemple, pour détecter l'humidité dans les fermes sur un individu, vous ne pouvez pas le faire, mais pourquoi ne le feriez-vous pas? C'est très utile. Et donc, pourquoi n'utilisons-nous pas l'apprentissage par IA pour connaître quelles seront les glaces dans le passage du Nord-Ouest? On utilise le même système pour nous aider à apprendre comment le permafrost fond dans le Nord et comment ça va affecter les habitations et la construction de nouveaux ports. Donc,
la conversation, c'est une question d'administration, d'un certain sens, de l'administration publique, mais le gouvernement du Canada est impliqué de façon très vaste dans tellement d'autres domaines qui sont très significatifs pour l'économie canadienne, pour l'environnement, pour notre société, pour notre système d'alimentation et système alimentaire. Donc, on va d'abord l'administration des gens par l'IA qui prend les décisions automatiques pour les choses dont Eric parlait, donc les services de police, entre autres, mais les instruments ne fonctionnent pas très bien lorsqu'on parle de gestion des ressources. Et donc, il faut tenir compte de la science, et la pratique de la science est très importante parce que la méthodologie scientifique rend les choses évidentes. Donc, publication ouverte, c'est-à-dire que vous le publiez, vous pouvez scrutiner ce qu'a fait le système de science, et encore pour la transparence et l'imputabilité, la bonne science va vous dire ce qui devrait être publié dans vos systèmes pour qu'on puisse les étudier et les analyser. Donc, ce qui fait automatique peut être transféré dans ce qu'on parle dans l'environnement de services publics. Dernière chose, donc la citoyenneté canadienne. Donc, tout le monde va connaître la technologie. Il y en a qui vont connaître plus de technologie. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent les données et la technologie, se considèrent également comme des citoyens et apportent cette connaissance à la table lorsqu'il faut administrer et gérer ces systèmes. Bon, je pense que ça va bien, ça va. On ne peut pas rejoindre tout le monde tout le temps. Moi, je ne suis pas là dans la section physique de la librairie à Carleton, mais je vais quand même rencontrer les physiciens si je peux, si j'ai le temps. Bon, quelquefois, il faut peut-être se fier à d'autres, mais des gens qui sont des experts. Et il faut que les experts se rendent compte qu'ils sont également des citoyens et qu'ils devraient tenir compte de leurs expériences de vécu. Nous sommes un peu en retard pour l'ouverture des questions. Je pourrais vous rappeler d'utiliser j'essaie pour utiliser la fonction clavardage, Expo. Vous savez comment ça fonctionne. Une des questions que je voudrais qu'on en discute, c'est les questions des données. Vous savez peut-être pas tous des points de vue là-dessus, mais on veut s'intéresser au quelque chose d'un peu plus sexy comme IA, l'apprentissage par machine, etc. Mais il y a des choses que l'on oublie entre-temps. Comment donc amener les exécutifs à s'occuper également de la culture, pas uniquement vérifier auprès du patron. Bon, je sais que certains d'entre vous n'êtes pas au gouvernement, mais quels sont les arguments que vous donneriez aux analystes pour convaincre les pouvoirs publics de fonctionner pour que l'IA fonctionne correctement? Donc, il y a Aaron qui voudrait répondre à cette question. Oui, Eric. Oui, c'est quelque chose dont j'ai traité avec tous mes employeurs en autant que je me rappelle, et aussi loin que je me rappelle. Lorsqu'on commence à parler de la façon dont on veut mettre en place l'IA, ce qu'il faut vraiment faire, ce que devraient faire les praticiens et ce que devrait faire tout le monde, c'est encourager les gens à parler à la gouvernance de données. Et donc, il faut bâtir d'autres concepts par-dessus. Mais, donc, autrement, on laisse ça de côté. On laisse. Ce qui se passe, c'est que vous arrivez avec finalement de bonnes applications qui fonctionnent très bien seules dans le monde, dans le grand monde, et qui vont faire de grandes choses seules. Mais si vous voulez bâtir quelque chose qui va s'insérer ou mélanger avec ces données, vous ne pouvez pas le faire parce que la donnée est bâtie pour faire une chose et cette chose-là. Donc, il faut faire un rétrofit. Il faut vraiment reprendre. Et ça devient un peu embêtant parce que vous avez une application, une fois qui fonctionne très bien, parfait, c'est parfait. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vos événements, mais après des années de différentes applications, ensuite vous faites des acquisitions, il y en a qui partent, vous éliminez certaines choses, vous passez de cloud à Terraform, et vous avez certaines données dans GCP, dans AWF. Et donc, tout d'un coup, vous voulez vous demander comment ces systèmes pourraient travailler ensemble pour donner une meilleure expérience. Alors là, vous êtes complètement foutu.
Ce que vous devez faire pour bâtir une gouvernance de ces données, c'est d'avoir une fondation de base et que ce soit beaucoup plus facile pour fonctionner à l'avenir. Et voilà. Mais ce que j'en pense, c'est que vous pouvez toujours penser au chef de données. Si vous n'avez pas bâti cette gouvernance dès le départ, vous ne ferez jamais un très bon travail. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça. Bon, allez super rapidement parce qu'il est tard. Bon, alors, 2 secondes. Je rejoins le groupe des praticiens et je parle beaucoup de réglementation et ça m'étonne de ne pas en parler davantage, mais c'est ça l'important, c'est de bâtir des règles, mais ça doit être fait à l'interne et il faut avoir des règles pour qu'on puisse les respecter. Donc, vous pouvez les télécharger sur du PDF. Aussi rapide que Ashley, s'il vous plaît, Tracy. Ah. Oui, bon, elle est trop intelligente pour moi. Bon. Donc, j'ai des livres qui sont l'Express. Ce sont des livres très intéressants, qui sont très utiles et qui sont disponibles à travers le monde parce que vous avez qu'à les acheter finalement. Mais certains de ces livres parlent d'une approche intersectionnelle pour non seulement penser les données comme attributs pour les gens, mais des données pour éliminer le racisme, le sexisme, pour tenir compte de l'héroïsme et tous les ismes, et d'avoir des conversations constructives au sujet des écosystèmes et des systèmes de données, comme vient de le dire Eric et Ashley. Donc, je pense qu'il faut avoir des conversations un peu plus vastes, qui sont assez compliquées et qu'on devrait avoir quand même, et d'avoir l'espace pour le faire. Et il faut avoir cet espace pour qu'on soit un petit peu confortable avec nos collègues avec qui nous avons ces conversations. Et je vais les laisser un petit peu là. Je pense que c'est important de penser machine, données, système, institutions, lois, etc. Et il faut bâtir tout cela de façon constructive, ensemble, parce qu'éventuellement, c'est pour nous. Oui, alors, on est contre la prose des gens. On va empiéter sur leur temps. Donc, on va vous me donner 30 secondes de réponse sur quelques questions ou sur autre chose que vous avez dit. Une des questions, c'est comment nous assurer de la transparence, l'intégrité, l'imputabilité en ce qui a trait au système qui utilise des renseignements confidentiels comme la sécurité nationale, par exemple. Autre question, c'était comment nous assurer que l'IA ne se retrouve pas dans les renseignements privés qui pourraient être exploités par certains gens aux fins de questions pour exploitation pour profit, comme des questions de santé mentale, maladie, etc. Donc, alors 30 secondes, s'il vous plaît, pour répondre. Nous avons presque plus de temps. Et voilà, c'était là où se trouvait l'auditoire. On va commencer. Dernière pensée, Anna, rapidement. Merci. Je vais simplement ajouter ce que disait si vous voulez faire, pour revenir à ce que disait Tracy, c'est de la fausse science. Et une autre chose, c'est comment aller au-delà de ce qui est bien ou mauvais. C'est binaire. Il y a des choses à ajouter à cela. Il faut bâtir quelque chose de très bien quelque part et la compagnie fait quelque chose qui n'est pas du tout éthique et qui a des violations des droits de la personne ailleurs. Comment penser nous en tant que citoyens et citoyens du monde et la responsabilité du monde de ce que ça veut dire d'amener l'IA pour l'avenir. Merci. Tracy, essayez d'être une minute. Oui, je sais. Je leur envoie des courriels régulièrement. Non, c'est comme nos syndicats. Nous avons travaillé dans des bons endroits. On a travaillé avec les gens. On a le bonheur de travailler et la chance de travailler avec des gens intelligents. Et donc, en dépit de COVID, Ashley, vous n'êtes plus gouvernement, mais je suis sûre que votre compagnie s'occupe bien de vous, votre organisation s'occupe bien de vous. Donc, on pense du travail, la main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on pense de tous ces gens qu'on embauche? Bien sûr qu'on apprend avec les machines dans l'intelligence, mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'il faut
donné à Uber un système de taxi, mais Uber a pourtant de très mauvaises pratiques syndicales, ou pratiques de reconnaissance des employés. Donc, on a des questions très importantes. Donc, ce serait peut-être plus efficace, comme me disent mes enfants, mais on devrait penser à certains de ces enjeux beaucoup plus importants. Quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la main-d'œuvre. Et ce sera peut-être pour une discussion d'un autre jour. Merci. Je suis content des avantages que moi j'ai. J'espère qu'on pourra les obtenir pour les autres, ne pas leur causer de mal et que tout ça soit fait pour l'avantage mutuel. Bon, Eric, tu veux parler maintenant, là? Ah, ouais, bon. Donc, la Californie, c'est tellement un désastre. Pour ce qui s'est fait, Uber en Californie, c'est un désastre pour les main-d'œuvre, pour les employés. Mon point de vue politique, autrement. D'autre côté, la chose dont je voulais parler, c'est cette question de retirer les données sensibles des modèles. Il y a quelque chose qui s'appelle l'inversion des modèles. Je faisais cette recherche et ensuite on a eu la COVID qui a compliqué les choses. Et il a continué de faire des choses qui lui rapportent un peu parce qu'on est dans le secteur privé. Donc ça, c'est une attaque assez effrayante et assez apeurante. C'est peut-être impossible de traiter de ça. En fait, il y a plusieurs façons de protéger les gens, l'encryption, le codage, des choses qui permettent des attaques de nos adversaires. Les choses que j'aimerais dire, il me reste 5 secondes. La sécurité, ça fait partie de l'éthique. Vous pouvez avoir le meilleur système éthique du monde, bâti avec toutes les meilleures intentions du monde. Ça peut être parfait. Vous vérifiez chaque petit truc. Vous pouvez faire tout ça. Et finalement, si quelqu'un peut miner votre contrôle de sécurité et faire de très, très mauvaises choses, ça ne sera plus éthique. Donc, la sécurité, ça fait partie intégrante pour s'assurer d'avoir l'équité, la transparence, l'imputabilité. Oui, la sécurité, ça fait partie de l'EPIC. Ashley, dernière minute. Le fait que quelque chose est sécuritaire sans le détecter, on peut toujours trouver un environnement sécuritaire pour détecter ces gens-là. Donc, on ne peut pas respecter ces règles-là, on ne peut pas faire telle chose. Il y a toutes sortes de noms que l'on utilise pour cela, faux d'ailleurs. Donc, il faut peut-être essayer de faire les choses avant de penser que ça va prendre trop de temps. Si vous avez assez de temps pour passer par le processus d'acquisition, d'approvisionnement, vous avez assez de temps pour montrer une diligence. Il faut vraiment comprendre pourquoi vous utilisez la technologie en question. Je ne suis pas du tout contre l'idée d'utiliser les systèmes d'IA, mais on n'a pas besoin de biométrique dans le système de relations humaines, par exemple. On n'est pas rendu là. Et si on doit avoir des panels là-dessus, il faudra comprendre les implications. Et également, si vous, au niveau exécutif, s'il y a 20 personnes membres de ce panel qu'il faut contacter, c'est peut-être... si c'est ça qu'il faut faire, ça ne vaut peut-être pas la peine. Donc, il faut penser quand et pourquoi nous utilisons la technologie et surtout, que nous allons mettre en place ces systèmes et porter une partie de l'argent pour la surveillance. Donc, il faut voir quels sont les paramètres. Il faut appuyer les politiques, le développement de politiques à l'utilisation interne et externe et avoir un système en place pour les gens qui vont aider les différents ministères à l'utiliser. Et fois ça, on n'a pas une tracée dans chacune de nos équipes. C'est très important de le faire. Donc, même un petit pourcentage, il faut s'assurer qu'on fasse une évaluation, une surveillance pour être sûr d'être responsable de ce système. Il y a différentes façons de le faire. Donc, l'interprète regrette, commence à manquer de souffle. Dernier mot? Donc, je ne trouvais pas ma souris.
Oui, je suis bien d'accord de faire très attention à la fausse science, cette junk science. Je ne dirai jamais trop l'importance d'impliquer les communautés qui vont être influencées et qui vont voir l'impact de ça. Faites l'effort, incluez les gens qui ont une expérience et une expertise. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez essayé de respecter le temps. Merci beaucoup. C'est un sujet tellement intéressant. Merci à tous les panélistes. Merci à l'auditoire. J'espère que vous avez aimé cette discussion. Nous voulons remercier les panélistes de nous avoir donné des conseils pratiques, entre autres. J'espère que vous avez pris de bonnes notes. Donc, nous avons un chat avec Andrew Ng et Sarah Paquette. Ensuite, and go. vous avez 5 minutes pour vous détendre, pour aller à expo.jc.ca. Bon. Donc, on va vous revoir dans 2 minutes. Merci. Salut. Thank you. Bye.